effectivement, comme d'habitude. Donc, on est très heureux. Notre président va vous dire quelques mots dans un instant. Il va lancer officiellement ce webinaire. Mais, quant à moi, Michel Noguès, donc je suis le vice-président de la NPI, la Société Savante, une jeune société savante dynamique qui souhaite vous apporter le maximum d'informations sur ces interventions non médicamenteuses et donc effectivement les valoriser dans le contexte actuel. Donc le président nous en dira un petit peu plus. Donc voilà, donc je vois la liste qui s'allonge. Donc je vais quand même vous donner avant donc les règles, nos règles de fonctionnement. Nous sommes nombreux parce que nous avons ben, ce sont toutes les personnes, on a utilisé 100 personnes, toutes les possibilités d'inscription sur Zoom. 100 personnes sont inscrites sur Zoom. Bon, mais je pense qu'il y aura quand même quelques défections, mais elles nous rejoindront à un moment donné. Ensuite, donc, c'est sur YouTube, puisque moi, je vous vois également sur YouTube, là. Donc, ben, je vois qu'on nous dit déjà des petits coucous, des petits bonjours. Bonjour Laurence, et je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Donc en même temps, c'est sur YouTube et ce qui vous permettra ensuite ben, de rediffuser, de permettre la rediffusion de ce webinaire. Voilà, donc c'est un petit peu une première pour nous, une première peut-être pour vous aussi dans ce contexte un peu particulier. Je vais, avant de commencer, je vais laisser tout de suite la parole à donc, notre cher président, Grégory Lido, et ensuite je vous présenterai toute l'équipe qui donc interviendra durant ce webinaire. Allez, à toi Grégory. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir donc, pour ce premier webinaire. Évidemment, on compte sur vous pour nous faire des remarques, pour améliorer la solution. C'est effectivement la première fois que la Société savante Non-Pharmacological Intervention Society, ou NPI, organise un webinaire. L'enjeu de cette société savante qui a été créée en 2021 suite à des réflexions que nous avions appelées l'appel de Montpellier, un appel collectif en disant qu'il est important de structurer le paysage des interventions médicamenteuses en France, voire un petit peu plus largement. Et donc, nous avons constitué cette société savante qui complète en particulier les organisations syndicales pour promouvoir l'intégration des interventions non médicamenteuses dans le système de santé, avec pour elle la priorité qui est d'améliorer les connaissances et d'accélérer les connaissances scientifiques dans le domaine de l'évaluation des INM. Et donc, on a plusieurs pôles qui s'intéressent effectivement au développement de la recherche. Un pôle strictement recherche qui constitue finalement des actions spécifiques menées sur les thématiques des interventions non médicamenteuses. Un pôle qui va être un pôle de formation sur l'amélioration des compétences autour de l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et enfin, et ce qui nous réunit aujourd'hui, un pôle prospective économique qui est piloté par Michel Noguès et Christine Bellhomme, dont l'idée est de faire un point sur ce que sont ces interventions non médicamenteuses et à quel point aujourd'hui et encore plus demain, le marché, les enjeux économiques, les demandes sociales vont être très très importants. Donc je laisse désormais la parole à Michel Noguès qui va vous présenter l'ensemble de ce webinaire et tous les acteurs de ce webinaire qui ont beaucoup travaillé pour vous partager pas mal d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bien sûr, comme tous les autres intervenants, tu n'hésites pas, on va être le plus interactif possible. Donc, la petite règle du jeu, c'est qu'on va essayer de vous faire une présentation pendant une trentaine de minutes à peu près. Donc, je vais y revenir dans un instant sur cette présentation. Et puis ensuite, vous avez le chat, vous pouvez poser des questions, donc toute notre petite équipe va regrouper les questions et puis ben, chacun de nous, on essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Voilà, ce webinaire a cette particularité, c'est que bon, c'est une première parce qu'on souhaitait déjà vous faire part, dévoiler une partie du travail que nous avons engagé au sein de ce pôle prospective économique sur effectivement on va dire le marché des INM d'une façon générale, sachant qu'il y aura une continuité dans nos travaux puisque nous avons prévu lors de la conférence de Paris,
reparlera tout à l'heure, Grégory, d'avoir une intervention sur ce sujet. Et puis surtout, on a un projet de livre, de document, on appelle un guide qui sera actualisé périodiquement, au moins annuellement, et qui permettra de faire le point. Une société savante est là pour faire le point de la science sur un certain nombre de sujets. Alors, tout de suite, je vais partager mon écran pour engager donc la conversation. Hop, vous allez me dire si ça marche. Est-ce que ça marche bien, les amis? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, quelques propos introductifs, ben, c'est notre président qui l'a fait. Donc, qui les a faites. Sur les INM, sur la définition, ben, vous savez qu'on a, au fil du temps, essayé d'avoir une définition la plus complète possible. Mais pour ne pas se retrouver en difficulté de compréhension par rapport à un certain nombre d'autres terminologies, on y reviendra, donc les médecines douces, médecines complémentaires, etc. On y reviendra à différents moments. Donc, vous verrez la diapo suivante. Donc, notre société savante a vocation internationale, mais essentiellement s'appuyant sur la recherche et l'innovation. Comme le disait donc notre président tout à l'heure, donc Grégory Lino, donc il s'agit de contribuer au développement des INM, de constituer des espaces de réflexion interprofessionnels surtout, parce que c'est la richesse même de la recherche. Et puis essayer d'impliquer les acteurs dans des projets qui sont locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, puisque nous avons déjà des travaux constructifs, on va dire. On aura l'occasion de vous en reparler, notamment avec le Canada. Voilà, donc la définition des INM, tu peux me reprendre tout à fait, Grégory, hein, la définition courte. Chacun la connaît, c'est intervention non pharmacologique, ciblée, non invasive. J'insiste bien sur cette notion de non-invasive parce que ça se rapproche effectivement du terme douce, médecine douce, fondée sur des données probantes, c'est-à-dire des données scientifiques. Donc, elles peuvent être à la fois psychologiques, physiques, nutritionnelles, numériques. Donc là, on a toute la palette, en fin de compte, donc de ces possibilités d'INM. Alors certes, comme on le dit souvent, le champ est vaste. Encore faut-il, quand le champ est vaste, de savoir le baliser. C'est ce que s'efforce de faire donc la NPI, notamment en essayant d'avoir des plans d'action pluriannuels éventuellement sur un certain nombre de thèmes. Donc actuellement, nous avons choisi le thème du bien vieillir avec un focus sur la maladie d'Alzheimer et apparentée, et puis un focus aussi sur les maladies chroniques. Donc, je serai court à ce niveau. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, ça n'avance pas. Toc, toc, toc. Voilà, excusez-moi. Je suis… Non, mais j'ai un petit problème d'avancer. C'est bon. Avant de passer sur le marché que représentent les INM, je voudrais donc faire part un petit peu de nos intervenants donc, qui sont là. Donc, on a Christine Bellhomme. Donc, Christine, tu te présentes juste un petit mot? Allez, à toi. Ton micro. En effet, avec le micro, c'est mieux. Donc, Christine Bellhomme, fondatrice d'Alliés Santé, une dynamique citoyenne pour rassembler, porter la voix des patients et des citoyens sur ces questions d'INM, de médecine intégrative et de santé globale. Sandrine, à oui, toi. Bonjour à tous. Sandrine Horry, donc chef de service territorialisé de l'autonomie au conseil départemental du Gard et pilote Maya. Voilà. Et puis, nous avons on va dire notre observateur, notre grand maître à penser, Philippe Brissot. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci de m'accueillir comme grand témoin. Et c'est vrai, je pense, en tant qu'observateur, à la fois en tant que professionnel, praticien psychocorporel, mais également en tant qu'usager, et puis surtout en tant que citoyen. Et je suis ravi de pouvoir participer avec vous à ce premier webinaire et
et je m'inscris bien sûr dans les travaux de la Société savante. Merci à toi. Donc, le marché mondial des INM, il est important. Donc, au-delà des chiffres, c'est un marché qui progresse de façon constante. On parle de 5 à 6% annuels. Après, bien sûr, ça peut soulever des questions en matière de prospective. Quand un marché progresse, les questions sont simples. Faut-il, je vais l'exprimer tout simplement, faut-il laisser faire, laisser le marché effectivement progresser parce qu'il est, producteur en fait de compte de biens d'une façon générale, de biens au niveau de la société, ou faut-il le réglementer en soi? Et c'est ce dilemme-là qu'on va retrouver, c'est une forme de paradoxe qu'on va retrouver tout au long de notre réflexion, parce qu'on a effectivement une certaine tendance à dire oui, c'est un marché, donc lui-même, il produit de la richesse, et donc il faut le laisser faire. Pourquoi, en quelque sorte, le réglementer? Ça peut être une vraie question. Et pourquoi rechercher, donc, puisqu'on est sur des aspects de financement, ou du moins de socio-économique, et pourquoi lui trouver des limites? Et puis, d'un autre côté, effectivement, on touche à un bien qui est tout à fait particulier et sensible, c'est celui de la santé, qui n'autorise pas à faire, je dirais, des choses qui ne peuvent être donc pas très utiles, pas très recommandables. Et partant de là, donc on oscille dans cet esprit, donc cette dualité de laisser faire en fin de compte et de réglementer. Et quand on est côté financeur, quand on est côté de recherche de financement, c'est effectivement un des points sur lequel on peut avoir un certain nombre de difficultés. La demande est croissante, certes. Alors là, ce sont le top des médecines douces, ce n'est pas le top des INM, parce qu'on peut s'interroger sur chacune d'elles, mais je ne lancerai en rien aujourd'hui le débat sur les caractéristiques elles-mêmes de chacune de ces thérapies ou de ces interventions. Alors, mais on y voit quand même dans ce top des médecines douces, on y voit des choses qui sont fortement intéressantes, l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, l'aromathérapie, la naturothérapie. Vous le voyez, donc la sophrologie qui est en 10e position, la médecine traditionnelle chinoise, oui, effectivement. Cela veut dire que c'est un recours auquel la population fait à des moments, à différents moments. Il n'y a pas, quand on s'exprime en matière d'INM, de réelle continuité. Autant quand on parle de maladies, de soins, on est dans des actions qui sont d'une certaine façon longues, qui relèvent d'un accompagnement, alors que l'observation dans l'utilisation des médecines douces montre qu'effectivement, il y a des périodes où on utilise ces médecines, on utilise donc ces interventions non médicamenteuses, et puis des périodes où effectivement, parce que le soin va l'emporter dans le besoin, et donc à ce moment-là, on a un recours qui est moindre. Et c'est aussi un fait important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas positionner, du moins moi je parle pour le sens économique, on ne peut pas positionner les INM comme une constante dans la vie de chacun, donc dans la vie sociétale. Voilà, donc après, ce marché, il est porté par des initiatives. Hein, nous parlons ce soir de financement et on a des ouvertures à différents moments. Je ne veux pas faire l'histoire de l'assurance maladie, mais l'assurance maladie a bien déterminé ses cadres avec des nomenclatures, avec des prix de journée, des natures d'intervention, avec la définition de ces intervenants, des praticiens qui sont effectivement, qui utilisent des nomenclatures d'actes professionnels. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit un certain nombre d'ouvertures qui se font justement vers ce marché, puisqu'on parle de marché, ce marché des INM. Donc, un relativement récent, c'est bien sûr en matière de psychologie. Vous savez que les textes ont autorisé l'assurance maladie à prendre en charge sur prescription médicale
Et en matière, donc, bien sûr, de thérapie au niveau du cancer, on trouve de plus en plus, effectivement, l'intégration de ces financements. Là, on est dans des financements assurance maladie, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est souvent cité en matière de financement, alors avec un nom qui peut paraître quelquefois barbare, on en parle souvent quand on est dans la profession ou dans ce cercle particulier de recherche des financements, c'est l'article 51, ce fameux article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, mais qui est une avancée considérable, puisque sous le couvert d'action expérimentale, les ARS, entre guillemets, avec le financement de l'assurance maladie, donc apportent donc un concours financier, une prise en charge à des projets, et notamment des projets qui intègrent des INM. C'est vraiment donc la première étape en matière donc socio-économique où l'on voit donc les pouvoirs publics d'une façon générale qui intègrent donc des financements en matière donc d'INM. C'est un secteur d'investissement aussi et de plus en plus les industriels du médicament s'y intéressent. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'il y a toujours un aspect de complémentarité entre le médicament, la façon dont on va le prendre, la façon dont on va l'accompagner, la façon dont on va vivre avec ce médicament. C'est important et donc c'est un des objectifs de notre société savante, c'est effectivement d'aller vers l'industrie pharmaceutique pour faire comprendre, pour faire percevoir la nécessité d'un accompagnement, on va dire, intégrative, d'intégrer les INM dans effectivement des traitements qui peuvent apparaître plus lourds. Donc, il y a on voit l'ancrage familial, il y a ce qu'on appelle les thérapies intégratives. La recherche aussi, et donc, Grégory aura l'occasion de nous en reparler, mais il y avait des fonds considérables, effectivement, qui sont aujourd'hui réservés à la recherche, avec l'ouverture que l'on fait aujourd'hui au niveau de cette médecine intégrative, médecine personnalisée. Tout ceci, on aura l'occasion d'en reparler au fil du développement de nos travaux, et puis au fil aussi des évolutions des plans santé, puisque les plans santé aujourd'hui vont vers une médecine qui est de plus en plus élargie, qui intègre un certain nombre d'actions qui effectivement sont considérées en tant qu'intervention non médicamenteuse comme un bien-être à l'égard des patients. Je citerai, Grégory, il n'y a pas de problème, aussi les fondations, puisque les fondations publiques qui reçoivent un certain nombre de fonds de la part de l'État, bien souvent de l'État, aujourd'hui constituent des financeurs potentiels en matière donc d'intervention non médicamenteuse. Alors, les enjeux sociétaux, voilà, donc Christine, hein, tout ça, on va le resituer dans le contexte de la société et je te laisse la parole. Oui, puisque ça nous paraît important, en effet, de parler des interventions non médicamenteuses, non pas comme une fin en soi, mais s'inscrivant dans l'évolution de la société, des attentes, des besoins à la fois des patients, des professionnels de santé, des enjeux écologiques et bien sûr des enjeux économiques, puisque c'est l'objet principal de nos travaux. Donc, juste rapidement, en termes d'enjeux humains qu'on a pu identifier, les patients sont en demande d'humanité et d'écoute. Et même si intervention non médicamenteuse ne rime pas nécessairement avec humanité et écoute, en tout cas, les durées de consultation et de manière intrinsèque, il y en a quand même un certain nombre qui ont des postulats humanistes au départ, et donc qui peuvent permettre de répondre en partie à ce défi-là. En termes d'enjeux humains, c'est aussi des enjeux humains pour les professionnels de santé, pour avoir longuement interrogé de nombreux professionnels qui mettent en œuvre des pratiques, enfin des interventions non médicamenteuses, notamment en établissement. Tous expriment la bulle d'humanité et le lien particulier patient-soignant
et le sens redonné au métier que ces pratiques-là amènent. Donc ça, c'est important. Sur la dimension de l'éventail thérapeutique, voilà, à l'ère de l'explosion encore des maladies chroniques, il y a un certain nombre de symptômes qui sont peu ou mal pris en charge par la médecine conventionnelle. Et donc, le fait d'introduire de nouvelles pratiques, ça élargit l'éventail thérapeutique et donc ça permet d'apporter des réponses à un certain nombre de patients qui sont en errance et en recherche de solutions. On peut aussi évoquer toute la problématique d'accès aux soins et des expérimentations qui peuvent avoir lieu sur des territoires qualifiés de déserts médicaux, où des praticiens sont intégrés dans les réseaux de professionnels de santé, tout ce petit monde travaillant en coopération et en maillage, et donc permettant de répondre en partie à des besoins voilà, de la société ou de patients mal satisfaits par ailleurs. Donc voilà, les INM ont aussi un rôle à jouer et les praticiens dans ce domaine-là. En termes de surmédication et iatrogénie, évidemment, à partir du moment où on parle d'intervention non médicamenteuse, forcément, c'est une manière de répondre à la problématique de surmédication. Et notamment, vous parliez de faire un focus sur les personnes, enfin, sur le grand âge, les personnes âgées, où voilà, ce problème de iatrogénie est un problème de fond. Et puis, bien sûr, des enjeux écologiques, puisque le secteur de la santé a aussi sa part à faire pour contribuer à la décarbonation, à la moindre consommation de ressources, à éviter les pollutions diverses et variées, et donc forcément le fait d'introduire des interventions non médicamenteuses, et en particulier celles qui ne nécessitent pas d'équipement ou d'intrants particuliers, contribuent voilà, à limiter l'impact environnemental des soins. Merci Christine, et je me permettrai d'insister parce que c'est effectivement un enjeu important sur les enjeux écologiques, parce que on est là en pleine dans la mutation de notre société, et je te remercie parce que c'est toi qui nous a amené à mettre l'accent sur ça. Je n'avais pas nécessairement pensé pour ma part, et puis ben, on y est venu, et effectivement je crois que c'est un point qu'on arrivera à un petit peu compléter, approfondir lors de nos prochains échanges. Ensuite, voilà. Donc, nous avons Sandrine. Sandrine. Oui, donc je vais suivre Christine, et effectivement, je vais pointer actuellement la décennie dans laquelle nous nous situons, et finalement une période où nous constatons l'explosion du vieillissement. On a un allongement de la vie qui se combine finalement aux maladies, à l'apparition des maladies chroniques, mais ceci finalement est à mettre en lien avec les évolutions que nous avons eues dans le domaine de la santé. Et effectivement, tous ces éléments ont participé à l'accroissement, je pense, de l'espérance de vie. Cette évolution, elle est positive, certes, mais néanmoins, il va falloir penser des prises en soins qui seront plus, comment dirais-je, plus respectueuses donc des besoins des personnes qui présentent des maladies chroniques. Et on se retrouve d'ailleurs fréquemment confrontés maintenant à des patients qui sont lourdement handicapés et vieillissants. Alors, afin de répondre à ces enjeux sociétaux, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il va falloir mettre, je pense, en œuvre des stratégies de prévention qui vont détecter précocement la fragilité, parce qu'il va falloir s'inscrire dans un cercle vertueux, à mon sens. On le voit à ce jour, les patients ont de nouvelles attentes par rapport à la prise en charge globale. Ils attendent finalement plus une prise en charge plus holistique, plus globale. En plus, aujourd'hui, on se rend bien compte que les méthodes de communication qui sont à disposition participent à une plus grande information du public. Et on le voit pour les publics vieillissants, ils sont de plus en plus connectés, mais les jeunes le sont aussi dans le cadre des maladies. Ils s'inscrivent dans des recherches parfois un peu hasardeuses. Et à mon sens, c'est les INM, il faut finalement les développer, les encadrer, les évaluer pour véritablement sécuriser ce parcours autour du patient
de l'usager et du citoyen qui soit à la fois sécurisé et à la fois respectueux des besoins et des enjeux actuels en termes de santé. Par conséquent, finalement, pour répondre à ces attentes-là, je pense qu'il faut avoir une considération de l'homme qui est un être relationnel et qui se situe finalement dans toutes ces dimensions qui sont à la fois psychiques, physiques, émotionnelles, culturelles. Et les INM vont participer à tout ça. Donc, je citerai par exemple les prises en charge en oncologie. On le voit, ça fait plusieurs années où on développe finalement des prises en charge de la douleur, avec aussi des prises en charge nutritionnelles, des accompagnements psychologiques, de la socio-esthétique qui est déjà introduite dans les soins. On a aussi d'autres méthodes qui sont développées dans les EHPAD, dans les foyers d'accueil médicalisés, où on se rend compte que la musicothérapie, l'art-thérapie sont finalement accessibles à ce public-là. Pour ma part et dans mon exercice, je me rends bien compte qu'actuellement, on a finalement une dichotomie entre deux types d'usagers, j'ai envie de dire. Les usagers qui bénéficient de ces méthodes-là car ils sont déjà dans des structures et donc, de fait, ils bénéficient de ces prises en charge. Et puis, les personnes à domicile qui sont un petit peu plus en difficulté. Et parfois, on se rend compte, et particulièrement dans les villes, les villages, où ces INM ne sont pas forcément bien identifiés et il n'y a pas non plus d'actions qui sont menées. Alors, on voit se développer ça et là des expérimentations dans le cadre des conférences des financeurs. C'est très intéressant, on a de l'activité physique adaptée qui est mise à disposition, mais ça reste encore limité. C'est souvent sur des périodes très limitées, sur 1 an. On peut éventuellement envisager de le renouveler, mais ça reste quand même quelque chose qui est limité. Et il me semble que les enjeux sont là, ils sont vraiment existants. J'irai un peu au-delà de la prise en charge du patient ou du citoyen par lui-même qui présente une perte d'autonomie ou des handicaps ou une maladie chronique. Je vais aller un peu au-delà et je vais penser aux aidants. Parce que finalement, ces aidants aussi sont malmenés. Et je pense qu'il y a un axe de prévention à développer en mettant à disposition finalement une palette d'expérimentation peut-être. Et là, on voit qu'on pourrait développer des axes à la fois de prévention pour que les gens puissent s'emparer et devenir, j'ai envie de dire, de prendre un pouvoir d'agir pour leur santé et qu'il y ait une éducation thérapeutique à quelque part. En tout cas, que les gens puissent s'emparer de ce sujet et puissent devenir de véritables acteurs de leur santé. Voilà, donc il me semble que le vivre en institution, le maintien à domicile, le virage domiciliaire peut se faire, en tout cas en synergie avec la médecine classique et on peut y associer d'autres interventions qui sont non médicamenteuses, qui améliorent à mon sens de façon correcte la prise en charge et en tout cas qui est un plus pour les professionnels qui interviennent. Et on le voit, par exemple, au bloc opératoire, on voit l'hypnose qui a fait son entrée et qui vient en complémentarité. Donc, finalement, je crois qu'il y a tout un éventail à développer au sein du domicile et peut-être même, on pourrait, alors je l'évoquais dernièrement avec des collègues, on pourrait même évoquer la détection précoce des fragilités lorsque l'on se rend à domicile pour réaliser par exemple des plans APA ou des plans PCH, donc pour accompagner une personne en situation de perte d'autonomie. Et c'est peut-être à cet endroit-là aussi qu'il faudrait aller saisir l'occasion de, peut-être en tout cas, de détecter les aidants qui seront futurement les prochains patients parce qu'ils s'épuisent et que peut-être il y aurait des choses à faire pour eux. Donc, peut-être bien qu'il y a des choses à développer et en tout cas, c'est un bel espoir, à mon avis, de pouvoir intervenir à ce niveau-là. Merci, merci à toi. Je pense qu'il y a un élément important, c'est que les INM, et tu l'as dit,
effectivement, sont appelés à intervenir à partir du moment essentiellement où on parle de détection de la fragilité. C'est la fragilité qui pourrait être en quelque sorte, je parle surtout sur les personnes âgées, la fragilité qui pourrait être un point de départ effectivement du recours aux INM. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, quelques préalables. Oui, avant de rentrer dans une... je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent, mais alors, qui finance? Comment on peut... Enfin, oui, d'accord. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pour faire notre analyse prospective, on a distingué différents champs parce qu'on a besoin tous ensemble d'avoir une perception qui est effectivement claire au-delà de la définition même des INM. Et ces champs, ben, c'est ceux qu'on a définis ici, et on le verra tout à l'heure, sur lesquels on a caractérisé des financements, notamment institutionnels. Prévention et qualité de vie, on en a beaucoup parlé. Les risques socio-professionnels, on n'y pense pas souvent, on va le revoir tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a une place, et je dirais prépondérante à donner aux INM dans ce contexte, qui est celui aussi de l'entreprise. Les maladies chroniques, on en a parlé, les affections de longue durée, c'est relativement évident. L'accompagnement des personnes handicapées, effectivement, c'est un sujet qui peut paraître quelquefois lourd, complexe, mais les INM ont toute leur place et les risques de fragilité des seniors et le vieillissement, on en a parlé. Selon le public cible, les modèles économiques peuvent être différents. Et là, j'insisterai vis-à-vis de notre auditoire qui pense qu'on va essayer de leur donner des recettes de financement. Loin de là, on ne peut pas donner des recettes, mais enfin, on va donner peut-être quelques enseignements pour dire, attention, quand vous faites une démarche, situez-vous une démarche économique, essayez avant, ce sont les préalables, de vous situer. Et parce que les financeurs potentiels, eux-mêmes, ont des champs d'action qui sont bien définis et donc il s'agit d'adapter la demande par rapport aux attentes. Et ça, c'est un point en matière socio-économique important, adapter la demande, qui va être une demande à la fois de l'usager, mais aussi des praticiens de financement, avec les attentes que peuvent avoir les financeurs. Alors, on change complètement de paradigme, oui, mais c'est ça, on l'a dit depuis tout à l'heure. Hein, nous avons, Grégory se plaît souvent à le dire, de passer du XXe siècle au XXIe siècle. On était sur une vision très segmentée des faits de santé, et puis aujourd'hui, c'est une vision qui est intégrative de la santé. Et puis, on le verra sans aucun doute avec un certain nombre de réformes qui vont poindre dans les jours qui viennent ou les années qui viennent. Ou encore, et là je me permettrai d'insister parce que chaque mot a son sens, passer d'une obligation de moyens, parce que vous savez que quand on parle de médecine, de soins, on est souvent dans les moyens et malheureusement pas toujours dans les résultats, mais à une culture du bénéfice et de la plus-value en santé. Voilà, donc ce sont peut-être des mots, mais je crois que ce sont des mots qu'on se doit, si vous êtes professionnel en matière d'INM, intervenant, financeur, ce sont des mots qu'on doit s'approprier, passer à une culture du bénéfice et de la plus-value en santé. Voilà, alors, il y a des constantes, hein, des fondamentaux à respecter. Voilà, ben c'est une vision à avoir, effectivement. On appelle ça les déterminants de santé. Ce sont nos amis canadiens et québécois en particulier qui ont lancé le concept au début des années 2000. Mais c'est toujours important d'y revenir. L'état de santé d'une population, elle ne se résume pas à sa santé globale, à sa santé physique ou sa santé mentale et psychosociale. Elle dépend aussi et très largement de caractéristiques individuelles parce que tous, on a notre génétique, hein, on a nos caractéristiques biologiques, etc. Et puis après, nous déplaçons, nous vivons dans un milieu de vie, notre milieu familial, de travail, etc. Alors on y reviendra, le travail. Et l'ensemble sont dans des systèmes, c'est l'éducation, les services sociaux en santé, l'emploi, la solidarité nationale, sociale,
Et puis, après, le contexte global, et tout à l'heure, on parlait d'écologie, et oui, effectivement, donc il y a le contexte économique, démographique, mais l'environnement naturel et l'ensemble des écosystèmes. C'est un élément qui paraît nécessaire quand on veut effectivement promouvoir des IMM, être un praticien des IMM, je pense qu'il faut intégrer cette vue sous l'angle des déterminants de santé. L'autre préalable, c'est celui des parcours de plus en plus à cette médecine relativement segmentée qui était celle du XXe siècle. Aujourd'hui, les pouvoirs publics incitent à cette notion de parcours. On le redira en matière de financement aussi. C'est le parcours au cœur d'une médecine de santé intégrative qui nécessite d'avoir une approche globale de la personne, de pouvoir effectivement la suivre, la conseiller. Et là, les INM ont toute leur place, et bien sûr, et c'est à nous de le faire valoir, et puis bien sûr en matière d'évaluation scientifique, souvenez-vous, les données probantes. Alors, des financements existent, oui, encore faut-il les mobiliser, encore faut-il savoir où ils sont. Quand c'est qu'on peut aller les chercher? Oui, il y en a. Et j'aurais tendance à dire, il y en a. Il y a de l'argent, mais encore faut-il le trouver, où il est. Alors, je vais aller assez rapidement sur ces diapos parce que vous le retrouverez quand on aura, non pas terminé, mais qu'on aura évolué dans nos travaux au sein de la NPI. On va produire un guide sous forme d'un livre et vous retrouverez tout ça de façon un petit peu plus détaillée. Donc, quand on est dans la prévention et la qualité de vie, qui finance? Ben, il y a l'assurance maladie, il y a le fonds d'intervention régional des ARS, il ne faut pas l'oublier, c'est le fameux article 51 qui peut intervenir. Les complémentaires de santé, on va y revenir, qui évoluent aujourd'hui. C'était des complémentaires en euros jusqu'ici, c'était des complémentaires à 70% de l'assurance maladie, 30%. De plus en plus, elles souhaitent être complémentaires en santé, c'est-à-dire apporter des éléments probants, complémentaires par rapport à l'état de santé de la population. Ne pas oublier les plans régionaux, nationaux de santé environnement, Santé publique France, qui a une place importante. Et puis après, il y a toutes les autres compétences de l'État avec des fonds qui sont pas toujours mobilisés, ou du moins par les INM, la recherche, l'écologie environnementale, l'éducation nationale. Vous avez donc, on a décliné les risques professionnels. Oui, les risques professionnels, il ne faut pas oublier que c'est l'assurance maladie et que l'assurance maladie promeut un certain nombre d'actions qui relèvent des INM dans le cadre des risques professionnels. Ce sont les CARSAT en particulier qui peuvent être sollicités à cet égard. Il y a l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, les plans nationaux, régionaux d'environnement, puis bien sûr les complémentaires santé qui interviennent à ce niveau. Après, on est dans un milieu un petit peu plus classique, les maladies, l'assurance maladie, les complémentaires santé, on est sur les maladies chroniques, les affections de longue durée, là, vous le savez, et donc on va pouvoir aussi revenir sur des articles 51, mais je dirais que là, on est plus dans la notion de parcours, j'aurai l'occasion d'en reparler. Les personnes handicapées, il ne faut pas oublier que l'assurance maladie, c'est l'enfance inadaptée, les adultes handicapés. Les départements, c'est les adultes handicapés au foyer. On appelle ça le tri financement, les tri compétences en matière de personnes handicapées. Et l'aide au travail, c'est l'État. Donc, il y a une répartition et il faut savoir s'adresser aux bons financeurs. Et les complémentaires santé et les fondations d'utilité publique qui sont nombreuses dans ce domaine. Fragilité, on en a parlé, vieillissement, l'assurance maladie, l'assurance retraite, au travers de leur fonds d'action sociale, donc participent, elles ont des plans d'aide et intègrent notamment en activité physique adaptée, en sophrologie, elles peuvent intervenir à différents niveaux, encore faut-il savoir aller demander, taper à la bonne porte, effectivement, avoir un plan bien déterminé et savoir identifier les coûts. Je vais y revenir. La CNSA, ce sont les départements, c'est l'APA, les complémentaires santé et puis bien sûr les associations d'intérêt général, d'utilité publique. Il n'y a pas que ces seuls financements.
On a une galaxie importante des financements. Dans le guide que nous publierons, vous pourrez trouver des éléments beaucoup plus précis sur un certain nombre d'autres domaines, en particulier l'économie sociale et solidaire, la fiscalité, l'aide à la santé, l'innovation, où il y a des financements spécifiques qui peuvent intéresser effectivement dès lors que l'on souhaite promouvoir des interventions non médicamenteuses. Le reste à charge, ça revient à la question numéro 1. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'à quel niveau une personne doit-elle s'investir effectivement financièrement pour prendre en charge, dans le cadre des INM, mais d'une façon générale, sa santé? C'est une vraie question. Et suivant le type de population, y compris quelquefois suivant les régions, c'est un petit peu différent. C'est important d'avoir cette sensibilité de jusqu'où les personnes et quels sont le degré d'investissement qu'elles souhaitent effectivement mettre dans cette part qui est importante de leur santé. Alors, vous avez dit prospective, oui, on le sait, le préalable majeur, on l'a dit, c'est la définition qu'on entend donner aux INM, les invariants méthodologiques. Vous trouverez ça dans les bonnes publications de la NPIs. La prospective économique repose sur une identification des coûts, qu'ils soient directs, indirects ou encore induits. Nous insisterons dans notre travail final sur ça. Quand effectivement, en tant que financeur ou que ce soit en tant qu'acteur, thérapeute, intervenant, essayez d'avoir une démarche effectivement volontaire de détection, de suivi de vos coûts. Après, il y a le niveau aussi sociétal, c'est là ce que je disais au début, jusqu'où la société peut-elle aller sur le plan de la macroéconomie? Des questions simples, est-ce qu'en faisant appel à tel ou tel INM, effectivement, on ne va pas mener à réduire à un moment donné des dépenses de l'assurance maladie? Ça, c'est la macroéconomie. Donc, c'est à réfléchir et ce sont des éléments aussi qui doivent être porteurs dès lors que l'on recherche des financements en matière d'INM. Identifier ne suffit pas, encore faut-il se poser des questions d'indicateurs de fiabilité sur des informations, de déterminer des effets de masse critique. Et oui, chacun de nous, on a un potentiel et à un moment donné, principe de Peter, on devient incompétent. On est tellement compétent qu'on a monté, puis après, pof, on n'y arrive pas. C'est exactement pareil. Chacun de nous, chacun des praticiens a une masse critique. Hein. Ce sont des sujets qui ont été étudiés sous de multiples formes, et notamment dans la médecine. Positionner des indicateurs cohérents en durée, en intensité, en efficience, en bénéfice-risque et surtout dans le respect des préceptes de qualité et de sécurité. Alors là, on est sur un guide. C'est simplement pour vous donner, quand je fais une démarche d'identification des coûts, il y a 4 niveaux qu'il faut observer. Il y a ma pratique. Dans ma pratique, effectivement, je vais avoir un temps passé, je vais utiliser un matériel, mais j'ai un temps pensé, mais il y a aussi le temps que l'on va passer pour l'organiser, ces pratiques, parce que ça nécessite effectivement la mise en œuvre de moyens particuliers, de planification dans le temps, des organisations personnelles. Et puis, chacun de nous, on doit, lorsqu'on mène une action, effectivement, être curieux, la recherche, l'innovation sont des éléments importants et elles sont tout simplement à mesurer sur le plan financier. Et puis la formation, inévitablement, chacun de nous connaît l'importance, qu'elle soit initiale ou continue, en matière de formation. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de mettre en adéquation, effectivement, le besoin de financement en matière d'INM et les attentes des financeurs potentiels. Parce que c'est à ce moment-là que l'on peut avancer dans ce type de prise en charge et donc sur une préfiguration économique. Qu'est-ce qu'attendent les financeurs potentiels, quelque domaine qu'ils soient institutionnels, privés ou semi-publics? D'abord, ils ont chacun de leur un champ de compétences.
Moi, j'ai trop vu de personnes qui s'adressent un petit peu partout et en ignorant le champ de compétences de telle ou telle institution. Il faut y penser. Ensuite, il y a des vigilances. Effectivement, chacun de nous, on a des comptes à rendre à un moment donné. C'est le principe même des financeurs. Et il faut être vigilant ou vigilant, c'est-à-dire observer, regarder les attentes en matière de vigilance des financeurs potentiels. Et puis, il y a les composantes, bien sûr, comme j'évoquais tout à l'heure, micro et macroéconomiques. Et pour cela, il y a en fait que deux types d'INM qui répondent bien à cette adéquation par rapport à des financements potentiels. C'est les INM qui sont dans un parcours, intégratif d'un parcours, parce qu'effectivement, elles sont là dans un contexte qui soit normé ou peu normé ou moyennement normé, mais bon, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'article 51 ou autre, mais à ce moment-là, il y a une cohésion d'unité, à la fois de lieu par rapport à une personne. On est dans un parcours et on peut trouver les bornes qui sont nécessaires pour convaincre tout simplement les financeurs potentiels. Ou alors, si ce sont des pratiques que je qualifierais de plus individuelles, elles doivent être cohésives, c'est-à-dire je ne suis jamais tout seul. Je ne peux pas exercer tout seul. Je dois effectivement, déterminant de santé, etc. Je dois prendre en compte effectivement la personne dans sa globalité. Et c'est tout autant que cette prise en compte se fait que les financeurs potentiels seront plus à l'écoute. Parce que l'acte isolé en tant que tel, excusez-moi de le dire comme ça, il a peu de chances, entre guillemets, de réussir dans sa course au financement et dans sa course au marché. Alors, je ne sais pas si on arrive presque au terme de sa présentation. Est-ce que Sabine est là? Oui, oui, tout à fait. Ah ben voilà. Eh ben alors, je te donne la parole. Il nous reste plus que 2 ou 3 minutes là, mais je te laisse la parole. À toi. On va aller vite, hein, de toute façon. L'idée, c'était de pouvoir aller un cran plus loin sur ce qui est à venir et donc fournir des éléments de méthode pour calculer les coûts complets, les éléments de marge sur une pratique dans le cadre d'un parcours notamment, enfin ce que vient de dire Michel, et pour aussi inciter au développement de ces nouvelles modalités de prise en charge pour que l'établissement s'en empare, la CPTS s'en empare, puisqu'elle aura vu en quoi elle peut mettre en place un certain nombre de pratiques et que ça lui permet toutefois d'être dans une structure équilibrée de coûts. Donc, ce qui déjà existe, ça a été déjà expérimenté pour certains d'entre elles, et enfin, certains d'entre eux plutôt, c'est tout ce qui est la séquence de soins, le forfait, le panier de soins et la capitation, qui sont notamment des dispositifs qui sont expérimentés dans le cadre des expérimentations de l'article 51. Michel en a déjà parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dispositif très intéressant qui, pour l'instant, n'est pas pérenne puisque c'est une expérimentation. Et avant que ce soit généralisé, il faudra qu'on puisse avoir les évaluations et l'impact sur la prise en charge de ces dispositifs. Mais en attendant, ce qui est expérimenté dans ce cadre-là, c'est extrêmement intéressant autour de la pratique coordonnée dans le cadre du parcours. Ce qui est aussi serait pour nous un bénéfice non négligeable, c'est de repérer toutes les méthodes d'analyse qui ont été mises en œuvre dans le cadre de vos propres travaux ou d'autres travaux. On sait que les CLCC sont très moteurs avec déjà tout ce qui est de soins support, enfin ce qui est appelé les soins supports. Et donc, il y a un certain nombre de méthodes d'analyse qui sont mises en œuvre dans ce cadre-là. Et évidemment, toutes les évaluations qui vont être dans le cadre des expérimentations, notamment de l'article 51. Ce petit focus pour expliquer la différence entre tout ce qui sont la séquence de soins, le forfait au parcours, le panier de soins et l'approche à la capitation qui sont d'ores et déjà expérimentés dans le cadre de l'article 51, mais pas que. Par exemple, la séquence de soins, c'est pour voir
comment l'articulation du travail des psychiatres et des psychologues donne un impact positif sur la prise en charge, mais également comment ce forfait répond bien aux coûts qu'on recherche qui couvre un besoin, mais également qui puisse être rentabilisé et qu'on pourra après faire financer. Également, le forfait au parcours, alors ça, on en a vu aussi un certain nombre d'expérimentations dans le cadre de tout ce qui est numérique et télémédecine, avec notamment voilà, une prise en charge avec un versant télésurveillance. L'assurance maladie ou même les complémentaires santé, elles travaillent beaucoup sur le panier de soins en disant voilà, je rembourse 2 séances d'ostéopathie par an, une monture par année, des verres correctifs, mais au-delà d'un certain nombre de dioptries, etc., etc. Et puis l'approche à la capitation, alors notamment auprès de tout ce qui est personnes âgées, handicapées, maladies chroniques, prise en charge de la maladie chronique, donc avec un suivi à domicile par les équipes de ville, par exemple, qui prennent en charge en continuité de l'établissement ou de l'hébergement. Et ces analyses microéconomiques, elles ont vocation à être intéressantes pour l'établissement, la CPTS, enfin la structure qui va vouloir développer ce type d'activité. Mais également, ce qui va être intéressant, c'est de montrer en quoi ces pratiques ont un impact sur la qualité de vie, sur le bien-être, sur la qualité des soins. Et ça pourrait d'ailleurs être un des leviers que le financement à la qualité des soins. Mais tout cela, il va falloir pouvoir le démontrer au niveau des financeurs. Et pour ça, ce qui va être intéressant, c'est de repérer toutes les évaluations qui ont d'ores et déjà été menées, alors beaucoup plus à l'étranger qu'aujourd'hui chez nous, mais qui montrent l'impact sociétal de leur usage. Et tout ça par de calculs de coûts d'opportunité, comme on a pu faire d'ailleurs sur le développement de la chirurgie ambulatoire, par exemple, avec l'évolution des techniques, mais qui aussi a montré qu'on pouvait faire un certain nombre d'économies en termes de prise en charge, puisqu'évidemment, les lits n'étaient plus armés, et du coup, cet argent pouvait être réinvesti ailleurs. Et donc là, c'est aussi notre objectif, c'est de pouvoir repérer ce qui a été fait en termes d'évaluation dans le cadre d'expérimentation notamment. Voilà pour resituer les éléments à venir de la prospective de l'analyse micro- et macroéconomique. Merci Sabine. Notre grand témoin de la pensée citoyenne. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de tout ça? Tu as été notre observateur, notre témoin, tu nous as remis quelquefois dans le droit chemin, dans nos réflexions. Qu'est-ce que tu nous dis là? Oui, à la fois ma grille d'écoute et ma grille de lecture m'amène à souligner combien la médecine intégrative est en lien avec une médecine participative. Et ça a été souligné à plusieurs reprises. Nous sommes bien des acteurs de notre santé et nous devenons, ce sont nos amis suisses qui en parlent plus clairement encore, nous devenons des intégrateurs par rapport à des soins complémentaires, sous réserve de l'information, sous réserve de travaux qui amènent la population, le grand public, à être de façon précise, concertée, être informé sur les avantages, la plus-value, les bénéfices. Et j'entends ces propos au niveau de mon cabinet lors de mes consultations. Hier encore, j'entends que les consultants, les patients, expriment une autre vision en fait d'une médecine globale dont ils sont participants. Et on le voit à travers les réseaux citoyens qui sont au niveau de nos territoires. Christine Bellum l'a évoqué. C'est là à la fois un mouvement par rapport à un engouement, mais au-delà, c'est un dynamisme, me semble-t-il, qui souligne la participation au cœur même de certains parcours de soins et de santé sur des territoires avec des expériences et des acteurs qui sont des citoyens, qui sont partie prenante d'une vision d'une médecine de la personne, la place de la personne, nous avons bien parlé de médecine globale, mais également d'une intégration qui nécessite
et ça c'est le propos également de la société savante, une évaluation, une régulation pour pouvoir mieux intégrer les approches complémentaires en santé et les interventions non médicamenteuses. Je crois que nous nous ouvrons avec des croisements d'engouement, de dynamique et également d'investissement de la part d'une concertation citoyenne. J'y crois beaucoup. Et moi-même, en tant que citoyen, j'ai pu contribuer auprès de parlementaires pour interroger quant à la place des interventions non médicamenteuses dans notre système de santé et également sur leur impact, et notamment l'impact médico-économique. Donc, les travaux que nous soulignons à travers des analyses prospectives ont très certainement éclairé un certain nombre d'institutionnels, notamment, et de décideurs, et les citoyens sont présents. Moi, je pense qu'au-delà des limites par rapport aux coûts que peuvent représenter certaines approches complémentaires ou certaines interventions, je souligne vraiment le dynamisme d'une participation citoyenne et je pense que la concertation de plus en plus pour les années à venir va aller dans ce sens et soutenir enfin une médecine intégrative et sa juste place. Merci à toi, Philippe. Et puis, bon, on va pas citer tes fables fabuleuses, mais je pense qu'elles agrémenteront le guide que nous serons amenés à produire prochainement.